toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui Philippe Deveuil, maître Philippe Deveuil, qui est avocat pénaliste et surtout qui est l'un des deux cofondateurs de Gilets jaunes et Rome Noire. Rome Noire et Gilets jaunes, c'est un collectif d'avocats, de juristes qui prennent en charge la défense des Gilets jaunes sous les différents aspects, et pas seulement les aspects de dégâts collatéraux que l'on a pu voir, sous tous les aspects, puisque la politique de l'État est quand même, on peut le dire, celle du tout répressif. Ce collectif regroupe 25 000 membres à l'heure actuelle, donc ce n'est pas négligeable, loin de là, et surtout une centaine d'avocats. Alors, Maître Deveuil, bonjour. Bonjour. Que peut-on dire? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir l'idée de constituer un collectif, à prendre en charge la défense des Gilets jaunes? Au fond, êtes-vous Gilet jaune vous-même dans l'âme? Eh bien oui, je suis Gilet jaune dans l'âme. C'est-à-dire que j'ai commencé comme Gilet jaune de base, et je le reste toujours Gilet jaune de base. Donc on vous a vu sur les ronds-points? Non, j'ai pas fait les ronds-points, j'ai fait les manifestations sur Paris, j'ai fait toutes les manifestations sur Paris, et j'ai fait qu'un rond-point au jour de l'an qui était à Oléron, à l'île d'Oléron, à l'entrée du pont de l'île d'Oléron. Parce que je suis allé voir un client qui a été énuclé, qui est Jim. Oui. Voilà, donc si je suis Gilet jaune d'origine parce que, pour des tas de raisons. Déjà pour mes affaires, dans lesquelles je me donne beaucoup. Je me donne beaucoup de mal pour défendre mes victimes de terrorisme, et notamment l'affaire du Bardo. Rappelons que le Bardo c'était en Tunisie, oui, c'est une plage qui a été attaquée. Non, c'est le musée. C'est le musée du Bardo. Voilà. C'est le musée du Bardo dans lequel il y a eu 22 morts. 4 de nos compatriotes ont trouvé la mort et 6 de nos compatriotes ont été gravement blessés. Et je défends évidemment 5 victimes de cet attentat qui ont été gravement et lourdement touchés. J'ai fait mon travail d'avocat sur ce dossier et j'ai rencontré plusieurs écueils et beaucoup de dysfonctionnements très graves à très haut niveau. J'ai remonté l'information au plus haut niveau de l'État, où nous avons rencontré le président Hollande, c'était en septembre 2016. Et en fin de compte, je lui ai expliqué les difficultés auxquelles nous étions confrontés, du fait qu'un des juges de l'enquête, le juge d'instruction dans l'enquête, qui est compromis dans 2 autres affaires de terrorisme en Tunisie, par la Tunisie elle-même, avait libéré 6 présumés terroristes qui avaient participé activement à l'attentat au motif de torture qui n'ont jamais été établis. Or, le procès a eu lieu, j'espère qu'il va y avoir un appel, que le parquet va faire appel, le parquet de Tunis va faire appel, dans lequel les condamnations sont somme toute ridicules, et que 6 présumés terroristes qui courent dans la nature, c'est un scandale d'État. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé d'aide au niveau politique, parce que ce dossier devait être traité au niveau politique le plus important. Monsieur Hollande n'a pas été réélu, enfin ne s'est pas présenté, n'a pas été président, donc j'avais un contact avec lui épistolaire assez soutenu, et j'avais demandé au président Macron de recevoir mes victimes pour lui faire part de nos doléances. Évidemment, j'ai envoyé un courrier officiel auquel il a répondu par son chef de cabinet en disant qu'il n'avait pas le temps, son emploi du temps ne lui permettait pas de recevoir mes victimes. Alors c'était une grande frustration, une grande tristesse pour mes victimes. Et M. Macron n'avait pas compris qu'il devait être un peu à l'écoute de la France et des Français. Je pense. Surtout des Français qui souffrent. Et des Français qui souffraient. Et c'est là que je me suis dit, mais comment un président qui était au demeurant sympathique et ouvert au départ c'était l'image de marque. L'image de marque. On aurait pu quand même penser qu'il y avait un intérêt pour le peuple et les gens qui souffrent, les gens qui ont pris... Donc il n'avait pas encore appris à écouter, et pire encore à entendre. Aujourd'hui il écoute, mais entend-il? Toute la question est là, ça c'est pas sûr. En tout cas, de ces gens qui ont été mutilés dans un attentat en Tunisie, mais la Tunisie c'est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le pays voisin, c'est à portée de bras. Aux Gilets jaunes qui eux aussi ont été mutilés, en notant bien que la presse a été muette sur ces mutilations pendant très longtemps.
Vous voulez parler des Gilets jaunes? Des Gilets jaunes en France. Oui, oui. Alors oui, j'ai des choses à dire là-dessus parce que, étant témoin des premières manifestations aux Gilets jaunes, j'ai constaté la montée en puissance de la violence policière. Et moi, je suis pas quelqu'un qui conteste du tout l'État ou l'autorité, je suis quelqu'un qui est attaché à une certaine harmonie et à un certain ordre dans le pays. Mais lorsque j'ai vu la montée des violences policières sur les manifestants, et même sur les groupes qui étaient avec moi, et moi je suis toujours un manifestant pacifique, je ne suis pas du tout un homme violent, je suis avocat, j'ai quand même des responsabilités dans ma vie, je suis officier de réserve supérieur dans la réserve citoyenne, donc si vous voulez j'ai une conduite à tenir, je ne peux pas... Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi, donc... Je retiens que vous venez de dire la montée en puissance de la violence. Oui. Alors vous pensez que c'est un mécanisme qui était incontrôlé ou ça a été une politique délibérée de la part de l'État? Alors je pense qu'il y a eu une sorte d'étonnement de l'ampleur du mouvement et de sa durée. Et de sa durée, et une sous-estimation de cette lame de fond. Je crois que le président Macron, s'il avait traité les choses au bout d'une semaine, il n'aurait peut-être pas étouffer le problème, il n'aurait pas calmé si vous voulez, la demande de rétablissement de justice sociale. Parce que le mal est profond. Le mal est profond, mais je pense que l'ampleur du mouvement n'aurait pas été de cette dimension. Et je crois que face à cette montée de contestation et de colère populaire, parce que c'est une colère populaire, on pense toujours que l'histoire s'arrête dans les livres. On croit que la Révolution française, oh, ben c'est vieux, il y a 200 ans, 1789. Il faut savoir qu'on vit sur des principes révolutionnaires en France, que la République s'est construite sur la Révolution, c'est-à-dire la contestation de la monarchie qui était absolue, et à juste titre, il fallait, à ce titre, il fallait trouver des solutions pour donner de l'oxygène au pouvoir. Et on était, à partir de 1789 jusqu'à 1792, dans une monarchie constitutionnelle. Dans une monarchie constitutionnelle qui donnait la souveraineté au peuple. Alors le peuple se trouve aujourd'hui dépouillé, frustré de cette souveraineté, puisque de façon tendancielle, il sent que ses libertés se restreignent. Bah oui, et là, on est en dehors même du harassement fiscal. Oui, c'est beaucoup plus profond du harassement fiscal. C'est-à-dire que si on fait une comparaison entre 2019 et 1789, il y a des phénomènes qui sont tout à fait comparables, puisqu'on parle de monarchie présidentielle, de monarchie absolue présidentielle, et que le terme n'est pas faux. C'est-à-dire que la Ve République, qui a été mise en place par le général de Gaulle, qui avait une légitimité historique et politique incontestable, lui a permis, si vous voulez, d'avoir un exécutif fort pour éviter ce qui se passait sous la 4e, une instabilité gouvernementale. Et puis nous étions dans le contexte de la guerre d'Algérie. C'est certain, mais le contexte de la guerre d'Algérie, enfin le problème de la guerre d'Algérie a été purgé très rapidement, puisqu'en 1962, l'Algérie avait son indépendance et l'Afrique de l'Ouest également. Voilà, ça s'est enchaîné et c'était dans la vision certainement du général de Gaulle, et qui, à mon avis, moi j'ai une grande admiration pour le général de Gaulle. Évidemment celui du 18 juin 40, mais je suis un peu plus perplexe sur le « je vous ai compris » de Gaulle en 1958, qui a, à mon avis, masqué, si vous voulez, sa volonté politique. Bon, mais ça c'est une autre histoire. En revanche, si je reviens dans le concret, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette Ve République, qui n'est pas une mauvaise constitution en elle-même, puisqu'elle nous a amené quand même une certaine stabilité, elle s'est trouvée défigurée par différentes réformes constitutionnelles. Bon, il y en a eu, je crois, 24, plus ou moins, je ne sais plus. La dernière en 2008. Voilà, alors celle-là, cette réforme qui a été, si vous voulez, une sorte d'oxygène aussi de droit, dans le sens qu'on pouvait donner au Conseil constitutionnel la possibilité aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel, c'est plutôt un acquis de droit, pourquoi pas. Mais je crois que la réforme qui a fait le plus de mal à la Ve République, c'est le quinquennat. Parce que le quinquennat, qui s'aligne sur un mandat de l'Assemblée nationale, comprime sur 5 ans un régime
présidentialiste Oui, à l'extrême. Doit pouvoir prendre son essor, agir dans la durée, dans la continuité, ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. Et vous allez remarquer, c'est comme il y a des phénomènes qu'on remarque sur la Ve République, c'est que, il y avait les cohabitations, mais les cohabitations ont fait peur aux politiques et aux partis traditionnels. Mais les cohabitations ont donné de l'oxygène démocratique, puisque vous aviez un président qui avait des convictions politiques, avec une assemblée qui n'avait pas les mêmes idées que le président. C'était parfaitement confortable d'ailleurs pour le président. Alors, pourquoi M. Macron ne dissout-il pas l'Assemblée nationale pour entrer dans le jeu d'une cohabitation qui serait somme toute confortable pour lui? Enfin, moi j'ai des explications, mais elles ne sont pas forcément les meilleures. Alors, je pense que les options qui s'offrent au président Macron, elles sont assez minces. Évidemment, il a ce levier de la dissolution. Il a aussi le levier de la démission, mais je ne pense pas que ce soit son objectif. Non. Je pense qu'il pourrait évidemment procéder à une dissolution qui redistribuerait les cartes politiques et qui lui permettrait d'avoir une cohabitation et qui serait, me semble-t-il, pour lui, la meilleure solution politique. Il propose un débat national, mais ce débat national, c'est pas vraiment un débat national, c'est le débat que lui veut faire face à un public qui le trie plus ou moins. Parce que les Gilets jaunes, ils continuent à manifester et il n'y a pas vraiment de dialogue entre les... C'est une campagne électorale déguisée. Oui, c'est une ouverture. Alors vous allez remarquer une chose intéressante, c'est que lorsqu'il y a des réunions avec les maires, vous voyez, ça se passe souvent dans des grandes salles, etc. Et vous voyez, il y a un drapeau français et on a retiré le drapeau européen. Alors que lorsqu'il y a des discours officiels, il y a des drapeaux européens, des drapeaux... Les deux, obligatoirement. Voilà. Mais là, dans les débats nationaux, dans le second débat, il ne met que le drapeau Alors, français. on ménage les élus locaux après les avoir un peu ignorés, même dédaignés, puisque le président Macron avait refusé de se rendre au grand congrès des maires de France. Oui, parce que c'est en fin de compte, je crois que le président Macron a été élu à la surprise de tous. Personne ne pouvait prévoir qu'il allait devenir président. Et, mais il n'y avait personne en face de lui. Oui, mais il a profité, si vous voulez, d'événements qui ont éliminé les candidats qui étaient présumés, ceux qui pouvaient être... On a aidé les candidats à s'auto-éliminer. C'est possible. Mais ce qui se passe, le vrai problème politique qui se passe aujourd'hui, c'est que le président Macron s'est présenté comme un président libéral-démocrate, ni de droite, ni de gauche. C'est-à-dire que, bon, très bien, il se donnait l'aspect du John Kennedy, jeune, qui allait un peu se donner corps et âme à son pays pour moderniser les choses, les institutions, le travail, une grande réforme pour donner de l'oxygène au pays. C'est ce qu'il a tenté de faire, alors un peu au mépris du système démocratique, puisqu'il a fait avec des ordonnances, avec son parti et le RN, qui n'a pas vraiment de prise avec le peuple, puisque c'est un parti qui a été sélectionné un peu par Internet, sur des candidats qui étaient presque du tirage du virtuel, donc qui n'ont pas vraiment une connexion avec le peuple, déjà, qui est un peu en retrait de la réalité des choses sur le terrain. Et donc, ils ont travaillé, et si vous voulez, ce qui se passe aussi, c'est que c'est la grande victoire de la technocratie, sur la victoire de Macron, la victoire de la technocratie, de l'énarchie. C'est-à-dire que le président est énarque, le Premier ministre est énarque, beaucoup de ministres sont énarques, et on gouverne, c'est un gouvernement de sachants. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander ce que va penser le peuple ou quoi que ce soit. On va tracer un cadre et on va s'y tenir en disant le peuple ne pense pas. On n'est pas capable de penser. On part de maintenant jusque dans 5 ans et puis on fera le bilan après. Or, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a le peuple et le peuple est très important parce que le peuple, c'est la base du pays. Et le mouvement des Gilets jaunes a une profondeur dans le pays. Alors on a oublié de penser que si le peuple ne sait pas, s'il n'est pas cultivé, même parfois il est analphabète, on sait que M. Macron avait stigmatisé des ouvrières en parlant de leur analphabétisme, de leur illettrisme, mais le peuple est peut-être doué et doté d'une chose qui manque à nos élites, c'est le bon sens.
qui est une structure logique, en contact le sens du réel. Or, la technocratie et l'idéologie technocratique qu'incarne M. Macron et ses équipes est en train de se fracasser. Alors je dis est en train, on ne sait pas jusqu'où ça ira, en train de se fracasser sur le mur de la réalité. Alors, tout à fait, je reviendrai sur le terme d'élite. C'est-à-dire que l'élite est complètement hors sol et déconnectée de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait des fautes d'orthographe ou des fautes de français qu'on n'a pas du bon sens. Et puis d'ailleurs, je vous donnerai des exemples historiques. Monsieur Pinet était un autodidacte, et pourtant c'était un économiste qui nous a permis de repartir sur une monnaie forte, qui était le franc nouveau qui avait mis en place. Tout le monde lui rendait visite. Et tout le monde lui rendait hommage et visite. Et je vais même aller plus loin dans l'histoire, c'est que Charlemagne ne savait pas vraiment lire et il s'appuyait sur des prélats pour prendre des décisions, rédiger, etc. Alors que ça a été un chef d'État extraordinaire, c'était un empereur qui avait vraiment fait l'Europe. C'est le seul qui a réussi à faire l'Europe, c'est Charlemagne. Et il lui-même avait des lacunes. Donc vous voyez, c'est cette notion de culture et d'élitisme ne correspond pas parfois à la réalité. Même le général de Gaulle, qui avait été nommé général de brigade, vraiment en toute in extremis était général de brigade, c'était pas un général 4 étoiles ou 5 étoiles comme l'était Giraud, donc il faisait pas partie de la case des grands généraux. Les méchants gens disent d'ailleurs qu'il est toujours resté au fond colonel. Oui, voilà, donc il faut arrêter d'avoir une sorte de mépris des gens qui n'ont pas réussi des concours. Tout le monde ne peut pas faire Sciences Po ou l'ENA. Il y a différentes voies pour accéder à l'expérience, à la connaissance, les maréchaux de Napoléon étaient des gens d'extraction fort simple, pour beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup d'entre eux, et qui étaient des hommes de terrain. Et souvent, Napoléon disait, pour nommer un général, il demandait si cet officier supérieur, c'était souvent des colonels, a-t-il de la chance? Donc c'était pour lui un critère. A-t-il une bonne étoile? A-t-il une bonne étoile? C'est-à-dire, a-t-il un critère qui n'est pas franchement matériel, mais c'est même, on pourrait dire, tout à fait irrationnel. Irrationnel pour nommer ces officiers. Et ça existe, c'est comme ça. Donc, on est dans une dérive. Et si on fait un parallèle entre 1789 et 2019, c'est que cette monarchie absolue était aussi hors sol. Et que Versailles a fait beaucoup de mal à la monarchie parce qu'elle a centralisé la monarchie à un seul endroit. Alors que les meilleurs rois, c'était des rois voyageurs qui partaient avec leur équipe et qui faisaient le tour de France en allant voir leurs vassaux. Mais Louis XIV avait connu la fronde et il se méfiait de sa noblesse. Alors, il se nommait... Il y avait eu deux frondes. Oui, bien sûr qu'il se méfiait de sa noblesse, mais sous Louis XIV, il n'aurait jamais pu avoir ce qui s'est passé en 1789. Il a fallu attendre 2 générations qui suivent pour que ça éclate. Et Louis XVI n'était pas un mauvais roi, parce que c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup en politique étrangère. D'ailleurs, la Révolution américaine a été financée en partie, ça nous a été très coûteux par Louis XVI. Il avait fait des expéditions scientifiques, et puis il ne faut pas oublier que Louis XVI s'occupait aussi du bien-être du peuple, dans le sens qu'il avait donné la possibilité à Paris d'avoir de l'eau et de pouvoir il a fait beaucoup de choses. On a été très injuste à son égard. On a été très injuste et je crois que il n'a pas été préparé à une monarchie constitutionnelle et il a usé de son pouvoir de veto. Et il devait manquer de caractère, donc c'était aussi une question de tempérament. Alors je vous remercie et je tiens à préciser une chose, c'est que personnellement, en tant qu'avocat, je défends beaucoup de causes de gilets jaunes victimes, soit de violences policières, soit d'outrances judiciaires, ou même maintenant de violences sociales, à tous les niveaux, que ce soit des petits cas jusqu'aux plus grands cas. Et que notre règle, c'est tous les conseils, tous les actes que nous faisons sont à titre bénévole. Et ça, c'est une règle d'or chez nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire payer. Vous n'avez pas de subvention. Je n'ai pas de subvention, je n'ai pas d'aide. Et c'est-à-dire que je ne veux pas donner aux victimes
plus de souffrance qu'elles n'en ont. Et vous serez même peut-être l'objet d'un certain nombre de tracasseries d'ordre professionnel ou autre. Oui, probablement, mais moi, si vous voulez, si je peux faire du bien aux gens, si je peux les aider dans cette grande injustice que nous vivons depuis la crise du 17 novembre, je m'en fais un honneur. Alors, je reviens à notre question liminaire. Je vous avais demandé en tout début d'entretien pourquoi étiez-vous gilet jaune? Parce qu'il faut bien constater qu'il y a des gens qui sont orientés à gauche, même très à gauche, et qui ne sont pas gilets jaunes. On a l'impression qu'il y a une ligne de démarcation qui sépare la France, mais qui ne suit pas les lignes assez claires des classes sociales. Il y a ceux qui sont gilets et ceux qui ne sont pas. Ça m'a fait un peu penser à l'affaire Dreyfus, où à l'intérieur même des familles, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Alors, vous-même, au fond, vous êtes avocat, vous faites partie, on ne va pas dire de la bourgeoisie ni des nantis, parce qu'il y a des avocats qui sont fort plus riches, mais vous êtes parisien. À part défendre des gens qui ont été mutilés, qui ont été blessés du fait de la répression policière, avez-vous l'idée, la raison pour laquelle vous êtes gilet jaune? C'est d'instinct, c'est d'intuition? Ouais, c'est d'instinct, mais c'est aussi pour des raisons concrètes. C'est que je vous expliquais que dans mes affaires, c'est ce mépris un peu du pouvoir face à de grandes injustices me pousse à être gilet jaune. Voilà, vous avez... Déjà, et j'ai d'autres raisons de l'être aussi. C'est qu'il faut savoir que les avocats sont gravement touchés par la fiscalité et par les charges de toutes sortes. Oui, donc des raisons bien concrètes. Il y a des raisons bien concrètes. Il faut savoir, parce que mes confrères peut-être n'osent pas le dire, mais on est pénalisé dans le sens que sur 1 000 euros d'honoraires TTC, combien reste-t-il dans la poche de l'avocat? 300 200. Voilà. Donc si vous voulez, entre l'URSSAF, les charges sociales, les impôts, etc., la TVA, il ne reste plus rien. Alors vous êtes impacté. C'est-à-dire qu'on est impacté, on est obligé de facturer les clients, alors on passe un peu pour des escrocs, alors qu'on est obligé de payer des charges qui sont considérables. Oui, donc vous avez, à la fois, vous avez été impacté par une fiscalité qui devient exorbitante du sens commun, mais également vous constatez de façon générale, au fond, qu'il y a des dysfonctionnements qui, je ne dirais pas qui nous conduisent à l'abîme, mais en tout cas qui conduisent à une déstructuration sociale profonde et qu'il faut aujourd'hui s'insurger. Oui. S'insurger contre ces dérives, alors qu'ils soient dérives technocratiques, même dérives autoritaires, puisque là on parlait tout à l'heure, on y reviendra peut-être, de la progression de la violence policière, d'un État en 1968, s'il y avait eu tous ces blessés et ces mutilés, on parlait à l'époque d'État policier. C'était pas vraiment le cas. Mais aujourd'hui, on peut sans exagération, évoquer l'idée, le spectre, l'ombre de l'État policier. Donc ce qui fait que vous êtes devenu gilet jaune, au fond, c'est un mal-être à la fois personnel, professionnel, et le constat que cette société ne marche pas droit. Non, cette société ne marche pas droit, et puis je constate des injustices sociales. Comment se fait-il que ce soit les retraités, que ce soit les étudiants qui doivent mettre la main à la poche pour payer, si vous voulez, les turpitudes économiques ou financières du gouvernement? Ce qui me choque, c'est que les GAFA, ces fameuses GAFA, font l'optimisation fiscale et ne mettent pas la main à la poche pour pouvoir payer... Et on ne va pas chercher l'argent là où il est. On ne va pas chercher l'argent où il est, et ça, c'est intolérable. C'est même pas une notion de droite ou de gauche, c'est une notion humaine. Pourquoi faire payer les plus fragiles? Vous avez vous-même le sentiment de l'injustice. De l'injustice, et je ne supporte pas ce paradigme qui est d'être fort, d'être faible avec les forts et fort avec les faibles. En plus, c'est des raisonnements, encore une fois, tout à fait idiots, de dire que les retraités peuvent payer parce que les retraités ont trop d'argent. Mais ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne veut pas voir, c'est que les retraités donnent de l'argent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et pas seulement pour les cadeaux de Noël. On dit toujours le cadeau de Noël, mais les grands-parents aident beaucoup leurs enfants. C'est une logique, et c'est quelque chose d'humain.
Et c'est une donnée constante. Et cette vision économique qui était mise en place par le président Macron, qui dit en fin de compte, si vous avez de l'argent, mettez-le dans les entreprises et vous ne serez pas taxé. Mais le problème, c'est que qui vous garantit que si vous placez votre argent dans une société, vous n'allez pas le perdre parce que cette entreprise ne peut pas faire faillite? Par contre, maintenant, on veut taxer ceux qui investissent dans la pierre, c'est-à-dire dans la solidité, dans la continuité. C'est ce qui est encore plus inégal, c'est-à-dire qu'on va taxer les gens qui veulent soi-disant avec une plus-value, qui veulent investir dans la pierre, dans un bien immobilier, donc qui ne bouge et donc pas. aussi la sauvegarde du patrimoine. Et la sauvegarde du patrimoine. Et on va taxer ces gens-là, en fin de compte, qui sont parfois des propriétaires qui ont travaillé toute leur vie pour avoir un bien immobilier, ou même des paysans qui ont des biens, des propriétaires agricoles qui ont des biens et qui n'ont pas les revenus suffisants pour faire face à cet impôt qui les grève. Donc il y a une véritable injustice à tous les niveaux, à tous les étages. Et tout cela est comprimé, si vous voulez, dans ce mandat qu'on a donné au président pendant 5 ans, avec cette assemblée sur 5 ans, mais le peuple a dit non. Et des élites, comme vous l'avez dit, totalement hors sol, qui vivent dans une bulle, en apesanteur, avec parfois et souvent des rémunérations ou des avantages, plutôt que de rémunération, des avantages de nabab. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très net, vous voyez très bien qu'aucune des élites, je ne parle pas des élites politiques, mais des gens par exemple du show business, il n'y a personne qui aide les gilets jaunes, qui est en faveur des gilets jaunes. Je veux dire, beaucoup s'émeuvent quand il y a un petit oiseau dans le désert, alors là, tout le monde se précipite, qui est perdu. Là, tout le monde vient au secours, mais quand il s'agit de gens qui sont dans la rue, qui sont mutilés à vie, Ah oui, quand on perd une main, c'est à vie. C'est à vie. Quand on voit autant de souffrances, d'injustice judiciaire, là, il n'y a personne. Pensez-vous, justement, je voudrais votre analyse sur cette montée de la violence, de la répression. Je disais tout à l'heure, je posais cette question, est-ce une politique délibérée? Est-ce une mécanique infernale qui échapperait au contrôle du ministère de l'Intérieur? En distinguant bien, et vous allez m'éclairer là-dessus, entre les différentes forces de l'ordre, la gendarmerie mobile, c'est-à-dire l'armée, les CRS, ça c'est le ministère de l'Intérieur, et des éléments de la police, notamment des BAC, les brigades anti-criminalité, que l'on voit de façon extrêmement surprenante avec des bonnets de ski, en blue jean, en basket, pour réprimer des manifestations, contenir des manifestations, faire du maintien de l'ordre, ce qui semble des tenues ou des accoutrements assez extraordinaires. Sans attendre à des uniformes, on pourrait penser qu'ils aient des blousons qui les signalent pour leur fonction. Alors que là, j'ai entendu des réflexions, et je vous donne la parole bien sûr, on nous dit mais qu'est-ce que sont ces racailles de banlieue qui sont là, et c'est eux qui exercent le service. Alors pas étonnant qu'il y ait des bavures, n'est-ce pas, dans ces conditions. En fin de compte, je vais un peu structurer ma réponse qui peut s'étaler sur plusieurs niveaux. D'abord, il y a le commandement. Il y a le ministre de l'Intérieur qui donne des ordres. Et je crois que face à ce phénomène, ce mouvement social de Gilets jaunes, il y a une forme de panique au plus haut niveau de l'État. Et ils se sont dit, ok, les gens manifestent, les gens se mobilisent, il va falloir donc mater ce mouvement par tous les moyens. Donc le casser. Le casser, et ça s'est fait de manière progressive, mais conjointement entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Parce qu'il y a cette circulaire du 22 novembre 2018, signée par le ministre de la Justice, Madame Belloubet, qui a donné des ordres aux procureurs de la République, aux procureurs généraux, ainsi qu'au président de TGI, c'est-à-dire la magistrature du siège, pour donner une justice rapide et quasiment très adaptée pour réprimer. Ce qui est unique, ce qui est inédit dans notre 5e République. Il faut remonter pour que l'État soit condamné par le Conseil d'État en 1962, avec l'arrêt Canal, où le général de Gaulle avait mis en place, par une loi référendaire, une cour militaire de justice pour juger les généraux qui voulaient faire de l'OS. Et le Conseil d'État avait annulé ces cours de justice militaire, avait donc condamné le général de Gaulle, qui avait une grande légitimité, je répète, historique et politique.
Donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très grave, et c'est en contravention avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que toute société, dans toute société, l'organisation des droits qui seraient bafoués, toute séparation de pouvoir qui ne serait pas respectée, n'a point de constitution. Donc c'est grave ce que l'on vit, c'est unique. Je ne pensais pas le vivre un jour dans mon pays, qui est un pays quand même le berceau des droits de l'homme. Et je crois que le monde est étonné de ce qui se passe, est sidéré. Et cette violence, si vous voulez, d'État, alors le ministre de l'Intérieur a donné des instructions, me semble-t-il, je n'ai pas encore la preuve, mais les commissions d'enquête donneront, à mon avis, le résultat, ou donneront des éléments concrets. C'est que des ordres ont été donnés à l'état-major policier, notamment à la préfecture de Paris, et puis après sur tous les autres états-majors, de réprimer très violemment le mouvement. Très violemment. Et pourquoi? On a très bien vu très vite qu'il y a eu des gens qui ont été mutilés par les LBD, LBD 40 et 44. Et il faut savoir que LBD 40 et 44, ils sont encadrés par la loi, par le Code de sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le LBD qu'en cas de légitime défense, pas tirer comme ça dans le tas, comme ça a été fait tout le temps sur des manifestants pacifiques. Et il y a aussi des choses étranges sur lesquelles je travaille. Il faut savoir que le LBD 40, qui est un lance-grenade qui est fabriqué en Suisse, était fourni avec une munition qui faisait 30 grammes. L'ogive faisait 30 grammes. Et à l'époque, en 2015, et c'était M. Valls qui était ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur a opté pour une ogive plus lourde qui fait 42 grammes et qui est plus dure. Mais ça fait une grosse différence. Et ça fait une grosse différence. Donc, si vous voulez... C'est pas la munition d'origine. C'est pas la munition d'origine. Et d'ailleurs, la société suisse qui produit le LBD dégage sa responsabilité sur ce qui est en train de se faire. Et donc, vous voyez déjà, il y a une sorte de contestation sur l'usage même du LBD par les fabricants. Mais même, on n'est pas obligé de tirer à tir tendu et vers les visages, on peut tirer dans les jambes, non? C'est une des premières constatations graves. Ensuite, après, il y a l'utilisation des grenades dispersantes ou des grenades l'IF4 qui sont des grenades avec du gaz lacrymogène. Moi, je dis une chose, quand elles sont utilisées de manière abusive et violente, je le condamne tout à fait. Et là, je ne reconnais pas du tout la police républicaine à laquelle j'ai été confronté ou à laquelle tel que vous l'imaginez. Non, que je la connais, parce que moi j'ai fait des formations républicaines, j'ai fait une INEJ, c'est vrai, vous êtes officier de réserve. J'ai rencontré des commissaires divisionnaires qui étaient des gens extraordinaires, ou qui sont toujours des gens extraordinaires, et même des généraux de gendarmerie qui étaient tout à fait respectueux de notre droit républicain. Et j'ai même enseigné à l'école de guerre. J'ai donné des cours à des officiers supérieurs gendarmes qui me semblaient tout à fait en conformité avec notre droit et qui étaient même pointilleux sur l'utilisation du droit. Alors, nous évoquions, en dehors des unités spécialisées, CRS, garde mobile spécialisées dans le maintien de l'ordre, l'emploi extensif qui a été fait d'officiers de police judiciaire qui ne sont pas préparés du tout à cette tâche et qui se présentent d'ailleurs à la foule dans des accoutrements parfois assez disparates, assez étonnants. À telle enseigne que beaucoup se sont demandé s'il n'y avait pas, si l'État n'avait pas des sortes de milices, recruter des sortes de milices parmi ses policiers. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on vous énoncez des gens de la BAC ne sont pas du tout formés pour le maintien de l'ordre. Ils viennent sur les manifestations dans des accoutrements un peu particuliers qui font même peur aux manifestants. C'est-à-dire que je veux vous dire, comme je fais tous les actes, quand on passe devant la BAC, on se protège tous le visage ou la figure de crainte qu'ils tirent dans le tas. Et on se protège mutuellement pour éviter qu'ils nous tirent dessus quand on passe de manière tout à fait pacifique. Je suis consterné de ce comportement parce que je sais que les policiers font un métier difficile dans les zones de droit. Et que là, il ne faudrait pas qu'ils prennent les ordres qui viennent d'en haut pour un défouloir.
et qu'ils doivent réfléchir avant d'appuyer sur la gâchette. Parce que quand ils blessent quelqu'un, ils brisent une vie. Et je peux vous dire que les gens que je défends, qui sont éborgnés, le vivent très mal et sont à la limite de rentrer dans la folie. Je dis ça parce que je vois le sont comportement. souvent jeunes. Oui, ils sont jeunes, mais ils ont un comportement après les blessures qui ne sont plus un comportement normal par rapport à ce qu'ils vivaient avant. Et bon, bah, moi, en tant qu'être humain, j'ai quand même une réaction humaine. Et vous êtes interpellé. Je suis interpellé par ça. Et dans la volonté, la politique du ministre de l'Intérieur, c'est de dire on va les sidérer, on va leur faire peur, ils ne reviendront plus. Eh bien non, ils reviennent encore plus. C'est vrai que certains ne viennent pas. Oui, le calcul politique a été totalement erroné. Erroné parce qu'il y a encore des gens qui viennent, et il y a des masses, même si on dit le mouvement s'essouffle, non, parce qu'il est encore très prégnant, très fort en province, les gros points sont repris, et à mon avis, il va y avoir une montée en puissance à l'arrivée du printemps. Donc le calcul... Oui, ça c'est votre sentiment. Ça c'est mon sentiment. C'est mon sentiment. De dire que même s'il y a un essoufflement, même si les statistiques du ministère de l'Intérieur sont plutôt à la baisse, encore qu'elles doivent être je crois, révisées, mais que le mouvement, lui, a la peau dure. Mais exactement. Et en revanche, le mal est fait. Le mal ne pourra jamais être effacé. Jamais. Donc il y a une délégitimation du pouvoir. Il y a une délégitimation du pouvoir et qui est toujours légale, qui est toujours. Ben oui, mais c'est normal puisqu'on est dans le conflit, on est dans la montée en puissance du conflit. Donc évidemment, le pouvoir, il tient comment? Il tient parce qu'il y a des médias qui sont les bailleurs de fonds du pouvoir qu'il a mis en place. Et puis il y a les forces de police qui ne sont plus des forces de police républicaines, mais qui deviennent des milices et qui protègent ce pouvoir. Et qui deviennent. Mais entre ça, le pouvoir, et je reprends le terme parce que une police républicaine ne va pas commettre, si vous voulez, de bavure. Elle va arrêter les gens qui sont violents. Et d'ailleurs, il y a une connivence entre la violence sur la manifestation et le ministère de l'Intérieur. Il y avait des Black Blocs sur les Champs-Élysées, je ne sais plus à quel acte, ils étaient tous en face du McDo. Il y a un des Gilets jaunes qui était avec moi, qui a fait signaler les choses au commissaire de police qui s'occupait du maintien de l'ordre. Quand ils ont vu les Black Blocs, ils ont mis les casques, ils ne sont pas allés les interpeller. Donc ils sont très contents qu'il y ait des violences parce que le dimanche ou le lundi, vous voyez des vitrines cassées, des voitures brûlées, regardez. Les CRS recevant des ordres du PC de commandement de rester l'arme au pied. Et depuis le départ. Alors j'ajouterais que cette technique qui semblait extraordinaire de créer des nasses, de couper toutes les issues, c'était au fond pousser les gens, quand on est acculé, à la violence, à la révolte. Donc c'est délibéré. Alors on sait qu'en maintien de l'ordre, on laisse toujours une possibilité de partir. Porte de sortie. Et là, c'est fait exprès, c'est-à-dire que ce sont des privations de liberté en grand air. Alors, seriez-vous en train de nous dire que cet État policier connaîtrait quelques dérives, pas autoritaires seulement, mais un peu totalitaires? Même si le mot peut paraître exagéré à première vue. Ce qui m'a aussi choqué, c'est que j'ai vu de la violence sur mes confrères à Rouen au début du conflit, et j'ai vu aussi un avocat qui avait été mis en garde à vue parce qu'il donnait des conseils à des manifestants qui étaient nassés. Alors là, on touche quand même au cœur de nos libertés, au cœur de l'auxiliaire toucher à l'auxiliaire de justice, à l'avocat, c'est une atteinte à nos libertés fondamentales. Mais il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que celle-là. C'est-à-dire que le pouvoir et c'est drôle parce que ce comportement abusif, excessif, que ce soit du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice, si vous voulez, c'est l'extrême puissance que donne la Ve République au président de la République pour s'opposer à un mouvement social. Or, en faisant ça, le président de la République, il est en train de faire disjoncter la Ve République. Et plus il va utiliser cette méthode coercitive, et plus la Ve République reste de s'effondrer de l'intérieur. Et le drame, c'est qu'on a l'impression qu'il s'enferme dans cette politique. Alors bien sûr, on a rééquilibré avec le grand débat, mais entre le tout répressif et le grand débat,
on n'a pas l'impression que les deux voies choisies soient d'un très bon rendement pour rétablir l'ordre, l'équilibre républicain. Même le jeu des syndicats n'est pas extraordinaire. Le jeu des syndicats est celui de dire les revendications sociales, sans prendre en compte la profondeur du malaise, du mal-être qui affecte ce pays aujourd'hui. On voit bien que les choses je reprends l'expression de tout à l'heure, que le pays ne marche plus droit. Non, mais le pays ne marche pas droit du tout. C'est-à-dire qu'on est dans une crise majeure. C'est-à-dire que sur l'échelle des crises d'un pays, vous avez la manifestation telle qu'on l'a vue aujourd'hui, qui est proche de l'insurrection, qui est comparable à une révolution. Puis après, vous avez, dans le degré supérieur, vous avez la guerre civile. Alors, Philippe Deveuil, révolution ou révolte, vous pensez que les choses vont durer? Vous pensez que l'État pourrait jouer éventuellement la carte de l'extrémisme, c'est-à-dire pousser de façon à casser définitivement si l'éteignoir du grand débat ou d'une répression de plus en plus dure, et également la répression, on peut le dire, médiatique, parce qu'il y a une communication stratégique qui est assez forte, assez efficace, mais limitée quand même à quelques grands médias comme BFM, BFM TV ou LCI ou CNews, que ne regardent pas tous les Français. Mais on sent que la grosse artillerie idéologique est mobilisée et tire à feu continu. Pensez-vous que nous pourrions être dans une situation, si ce n'est révolutionnaire, au moins pré-révolutionnaire, et que cela puisse déboucher, le cas échéant, sur un changement de modèle sociétal? Ça sera ma dernière question. Je pense que oui, parce que si le pouvoir en place met autant de force à mater ce mouvement, c'est qu'il a peur. C'est qu'il a peur, c'est qu'il y a une véritable crainte, et il suffirait de peu de choses pour que les choses basculent, dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Et comme je vous ai dit, on peut faire une comparaison tout à fait juste entre 1789 et 2019. Les symptômes sont quasi similaires, c'est parti sur une contestation fiscale, et puis qui a entraîné évidemment une modification profonde de la politique française, et sur lesquelles nous vivons aujourd'hui. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, ça a été fait de manière très violente, car le gouverneur, les sans-culottes sont allés à la Bastille pour chercher de la poudre, et les élus de la commune sont allés parlementer avec le gouverneur militaire de la Bastille, et en fin de compte, il y a eu des quiproquos, et les sans-culottes ont attrapé le gouverneur militaire et lui ont tranché la tête. Et la tête du gouverneur militaire a fini sur une pique, et c'est notre fête nationale. Donc il faut savoir que... Vous ne voyez pas quand même la tête de M. Macron sur une pique? Ah non, pas du tout. Mais au moins symboliquement. Mais si vous voulez que le 14 juillet, qui est notre fête nationale, lorsque le président est face à ces troupes qui défilent, et où il y a un ordre parfait et un respect parfait des institutions, ça a été fait sur un acte très violent. Jusqu'à présent, les Gilets jaunes n'ont pas été violents. Ils ont manifesté une colère, qu'on peut dire une colère populaire, mais heureusement, Dieu soit loué, c'est qu'il n'y a pas eu de meurtre ou de violence irréparable sur des êtres humains, ou même des actes, des actes hormis les casseurs, les pillards professionnels. Exactement. Parce qu'il y a des pillards professionnels. Il y a des pillards professionnels qui viennent. Mais attendez, mais ces pillards, ils viennent déjà depuis la Coupe du Monde, depuis. Oui, c'est pas les anarchistes, le fameux A. Bien sûr. Le fameux A dans un cercle qu'on imputait à l'ultra. On dit les ACAB, etc. C'est-à-dire qu'il y a s'agrègent à cette masse populaire des extrêmes qui se nourrissent et qui sont très contents de prospérer dans un mouvement de cette sorte-là, et qui réjouissent l'autorité politique en disant « Regardez, ce sont des sauvages ». Donc il y a un jeu très malsain, très malsain. C'est-à-dire que ça peut évidemment basculer dans une violence extrême et totale. Donc vous n'excluez pas ce risque? Non, il faut, quand on prend des responsabilités de manière gouvernementale de cet ordre-là, il faut calculer les conséquences. C'est ce que je dis toujours à un client qui vient me voir. En matière pénale, il faut toujours penser aux conséquences de votre acte. Et c'est la même chose pour un gouvernement.
on doit penser aux conséquences de votre politique. Jusqu'à présent, on est étonné parce que les politiques, jamais ils faisaient rien en France. Il y avait de l'insécurité, rien n'a été fait. On a laissé prospérer les zones de non-droit, on n'a rien fait. On a au contraire essayé de calmer les choses en donnant de l'argent, mais jamais en faisant une répression. La fameuse politique de la ville. Voilà, on n'a jamais fait une répression policière de cet ordre-là, jamais. Et là, on utilise toute cette violence étatique contre le peuple. Ce qui est complètement paradoxal sur la gouvernance de nos dirigeants sur ces 40 dernières années. Ça va à contresens. Et même, c'est pas les braves gens et les honnêtes gens qui doivent être réprimés, exactement. Ce sont les délinquants. À mon avis. Et c'est en 68, la répression n'était pas de cette violence. On avait un préfet d'époque, le préfet Grimaud, qui disait on ne frappe pas un homme au sol. Alors que là, des gens au sol frappés, il y en a à chaque manifestation, que ce soit des femmes, que ce soit des journalistes, que ce soit des street medics. Mais vous-même, vous avez été blessé. Oui, j'ai été blessé. Bon, j'ai pas été matraqué jusqu'ici. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera le samedi prochain. Vous avez été blessé j'ai été blessé, durement. oui, durement. J'ai reçu un LBD dans le dos. J'ai été gazé à 2 reprises. Je peux vous dire que ça fait mal. Et que, bon, j'aurais pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Mais Dieu merci, j'ai une constitution solide et j'ai pu me remettre rapidement. Mais c'est une violence qui est complètement disproportionnée par rapport au message. Et contre-productive. Donc, à croire que le gouvernement s'enferre et ne veut rien comprendre. Alors, errare humanum est, diabolicum perseverare. Bien sûr. Et de toute façon, il y aura un épilogue, il y aura un bilan de cette affaire. Alors, ça sera le référendum qui était prévu, mais je crois déjà oublié. Comment tout le monde. Sauf à ce que ça débouche sur une catastrophe. Ouais. Sur quoi parce que les revendications des Gilets que je soutiens, le RIC, qui est évidemment un outil démocratique qui serait, à mon avis, de qualité pour notre démocratie, il ne va pas être obtenu comme ça. Il faudrait passer par l'article 89 de notre Constitution, qui est à l'initiative du président et qui passe par le Congrès, mais il ne le fera jamais, parce qu'il sait très bien, il sait très bien que le RIC inscrit dans la Constitution serait une lettre de licenciement à son endroit, donc il ne le fera pas. Donc les attentes de ce grand débat ne seront pas... elles seront trompées. Elles sont tronquées. Ça va déboucher sur une frustration. Qui va faire que le mouvement va prendre une ampleur comme on n'en a jamais vu. Et ça va venir des provinces, me semble-t-il. Acceptons-en l'augure. Merci Philippe Voy. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Robe Noire et Gilets jaunes, un collectif qui regroupe 25 000 membres et une centaine de juristes, et que nous serons amenés à revoir très prochainement pour commenter non seulement l'actualité, mais surtout des aspects moins visibles, sous-jacents, pour ne pas dire souterrains, puisqu'on n'a pas encore vu véritablement les banlieues se mêler de cette crise. Peut-être parce que cette troisième France, appelons-la la troisième France, France d'en haut, France d'en bas, troisième France, ne se sent pas concernée, mais jusqu'où et jusque quand? Nous le verrons dans un prochain entretien, si vous le permettez. Et en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Et merci à vous, et merci à toutes et à tous. À très bientôt.